Bonjour. Bon, il est de tradition de remercier les organisateurs, ce que je fais souvent parce que je suis bien reçu dans le domaine, mais à Strasbourg c'est exceptionnel. Et vraiment, l'équipe qui a organisé ma venue a fait preuve d'énormément de sympathie, de chaleur, d'initiative. C'est mon deuxième jour. Et je tiens à les remercier particulièrement et vous remercier de votre accueil. Donc aujourd'hui, nous allons parler du choc des civilisations et réconciliation nationale. Le choc des civilisations, ça a été lancé il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années par le fameux Huntington. Enfin, j'espère que je prononce bien. Depuis 1993, un professeur américain de relations internationales qui enseigne à Harvard, du nom de Samuel Huntington, défend la thèse suivante. Selon lui, nous serions passés d'un monde bipolaire, divisé par la fracture idéologique Est-Ouest, à un monde dans lequel les conflits auraient pour principal moteur l'affrontement des civilisations. D'ailleurs, à l'époque où il publiait cette thèse, Huntington expliquait notamment le rejet de la candidature chinoise à l'organisation des JO au profit de Sydney par des raisons de civilisation. Or, comme vous le savez depuis, la candidature de Pékin a été retenue au détriment de Paris. Et bien pourtant, la théorie de Huntington a toujours autant de succès, et même plus, depuis les attentats du 11 septembre 2001. Enfin, pour moi, c'est relativement secondaire, parce que j'estime qu'on a lancé de manière quasi artificielle cet historien pour donner l'illusion d'une nouvelle théorie révolutionnaire dans les relations internationales, alors que le choc des civilisations, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis quasiment que les sociétés humaines organisées sont entrées en relation. Et je vais vous en donner quelques illustrations pour vous mettre dans cette voie. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, enfin bon, en tout cas en gros, la lutte de Sparte contre Athènes. Les Sparte, c'était l'organisation, comme on dirait aujourd'hui, un peu à l'israélienne, sioniste, c'est-à-dire à l'armement absolu, le culte du héros, etc. Et Athènes, c'est la joie de vivre, la philosophie. Et donc déjà, il y avait une guerre entre ces deux cités, qu'on pourrait qualifier une guerre de civilisation. L'Occident contre le monde arabe, ça aussi c'était un choc de civilisation, c'est-à-dire l'Occident qui découvre, enfin en guillemets, bon, le monde arabe, et qui va entrer en confrontation avec lui. Vous avez les conflits religieux. L'Europe a connu des conflits très, très durs entre les catholiques et les protestants, par exemple, entre les croisades, entre les chrétiens et les musulmans. Et puis il y a eu les conquêtes au nom de la civilisation, vous savez, le Jules Ferry, ou répandre la civilisation occidentale en Afrique ou dans les pays musulmans. Vous avez aussi, de plus proche de nous, l'Empire du Mal. Bon, ça veut tout dire, c'est-à-dire que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire l'Occident traite un certain monde qu'on veut combattre d'empire du mal, donc par opposition, nous sommes l'empire du bien. Et vous savez, pendant la période des pays communistes, on qualifiait le monde occidental de monde libre. Vous savez, ces expressions-là avaient cours de manière quasi automatique, c'est-à-dire on disait le monde libre comme si c'était évident, c'était naturel, c'était vraiment le monde libre. Tout le monde y croyait, enfin 90% des gens y croyaient. Et puis, par exemple, moi je me souviens quand les talibans combattaient les Russes, les soviétiques plutôt, en Afghanistan dans les années 80,
Bon, la plupart comment dire, des auditeurs d'ici sont jeunes pour connaître cette période. Mais je me souviens que les talibans à l'époque étaient présentés comme des combattants de la liberté. C'est-à-dire, ils avaient les yeux, le regard clair, l'expression fière, ils étaient photographiés dans Paris Match, on leur donnait de l'argent pour partir combattre l'empire du mal, et donc ils étaient fêtés comme des combattants de la liberté. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes talibans, et vous savez comment on les traite. Aujourd'hui, quand on utilise le mot barbarie, dans la bouche de Valls, de Bush, etc., d'Obama, on sait exactement à peu près ce qu'elle recouvre. Bon, d'ailleurs, c'est des barbares qui font un attentat, qui tuent 10, 100 personnes, ou 100, enfin, ou 500. On oublie juste, mais c'est comme un détail, disons, que l'embargo américain contre l'Irak a coûté la vie à 500 000 enfants irakiens, par exemple. Mais ça, on n'utilisera jamais le mot de barbarie. L'aviation américaine a déversé des dizaines de millions de tonnes de napalm et de produits G, je crois qu'il s'appelle, qui a détruit des millions d'hectares. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il y a des bébés qui naissent avec des déformations. Mais ça, c'est pas la barbarie. Ça, c'était une guerre. Alors, et donc, par contre, vous savez, on dit que c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Et donc aujourd'hui, ben, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir dans le monde, les médias, ce sont eux qui traitent les autres, ceux qu'ils n'aiment pas ou ceux qu'ils veulent combattre, de façon négative. Donc en fait, le choc des civilisations, c'est-à-dire on est la civilisation à chaque époque de l'histoire, il y a une civilisation du bien et une civilisation du mal. Sauf que ça ne recouvre jamais une lutte idéologique. C'est-à-dire la lutte idéologique n'est là que pour couvrir d'autres réalités. C'est-à-dire, par exemple, la colonisation africaine, bon, c'était pour s'emparer des richesses, s'emparer importer des esclaves, s'ouvrir des voies de navigation, conquérir le pétrole, etc. Mais on n'allait jamais le dire. On disait, nous allons faire œuvre de civilisatrice, nous allons combattre les barbares. Par exemple, pour la conquête de l'Algérie, nous allons mettre fin à la piraterie arabe. Bon, par exemple. Donc en fait, la civilisation, enfin je veux dire, le choc des civilisations, la lutte civilisationnelle n'est qu'une couverture. Ce n'est jamais la vraie raison. Quand Bush va envahir l'Irak, et sûr, il va dire qu'il va combattre l'empire du mal. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists. Mais il n'en a rien à fiche, lui, de la liberté. Enfin, je veux dire, l'Amérique a sur la conscience une trentaine de coups d'État en Amérique latine et des centaines de milliers de morts. Donc, en fait, on utilise toujours le prétexte d'une lutte civilisationnelle. Et ça me donne l'occasion de vous parler de la théorie marxiste ou la conception marxiste de l'analyse des sociétés, qui est très intéressante parce qu'une fois qu'on la saisit et une fois qu'on l'applique comme élément d'analyse, on découvre à quel point elle est pertinente, elle montre la réalité telle qu'on devrait la voir. C'est la fameuse distinction, l'infrastructure et la superstructure. C'est-à-dire que l'infrastructure, ce sont les rapports de production, et ce sont elles qui déterminent la superstructure, c'est-à-dire le niveau culturel, la conscience de soi, l'idéologie, par exemple la conception, la réalisation cinématographique, la musique, tout ce qui est superstructure, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'idéologie, tout ce qui concerne le fonctionnement culturel d'une société. Ce fonctionnement, cette idéologie, ne sont que le reflet de ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire si vous avez un capitalisme qui donne le là dans une société, ben on aura une superstructure
une idéologie cinématographique, universitaire, éditoriale, qui correspondra à cette vision sociale. C'est-à-dire, vous ne verrez jamais un cinéma qui décrira, les mauvaises manières du capitalisme. Donc c'est très important d'avoir cette idée en tête, d'analyser et le choc des civilisations et le rôle de toute société, de fonctionnement de toute société, qui est de montrer le vrai visage du fonctionnement social et des structures intellectuelles, culturelles, civilisationnelles qui sont au-dessus et qui ne sont que le reflet de ce qui se passe en bas. C'est-à-dire des rapports de force ou des rapports de classe ou des rapports de production. Et je voudrais vous citer un auteur qui s'appelle Lamartine, que vous connaissez probablement tous, en tout cas vous avez entendu parler. Et j'ai trouvé cette citation très intéressante parce que c'était un grand bourgeois, c'était un grand poète, un diplomate. Il a vécu sous Napoléon III et ce n'était pas nécessairement un ennemi de l'Amérique, mais il était tellement, à un moment donné, il avait une telle vision de l'Amérique. Je vais vous citer un passage, on dirait, de Hugo Chavez. Il a écrit ça en 1865. C'est pour vous montrer que, à quel point lui, il a su voir ce qu'étaient déjà les États-Unis à l'époque et la façon dont ils se comportaient. Donc il est né en 1790 et il a écrit ce texte que je vais vous lire en 1865. En 1865, c'est la fin de la guerre de sécession. Bon, la guerre de sécession, comme on nous l'a appris, et ça, les livres d'histoire justement reflètent ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport de force, l'infrastructure politique et économique qui était le soubassement de l'idéologie américaine, c'est-à-dire le Nord est allé libérer les esclaves du Sud. Bon, ça c'est ce qu'on apprend au lycée. Et je ne sais pas vous, comment il s'appelle déjà bon, en tout cas, bon. Et voilà, toute la politique des États-Unis est commandée par des intérêts mercantiles. Leur physionomie morale se complète mieux encore lorsqu'on observe leur attitude dans cette guerre civile de sécession, où les travestissements humanitaires et le prétexte d'une sainte haine de l'esclavage recouvrent si mal les mobiles, strictement économiques une fois de plus. C'est extraordinaire qu'il ait eu cette vision en 1865. Et il continue. Là, il cite Lincoln, le président, qui disait « Si, comme président, il fait la guerre pour cette race avilie, que sont les Noirs, comme Américain, il la méprise et la répudie avec tous ses compatriotes. Et voici qu'on les entend par la bouche de Monroe. » Alors Monroe était le secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères de l'Amérique à cette époque. Et bon, dans les relations internationales, on connaît la célèbre doctrine Monroe. Elle est très connue dans le monde, c'est-à-dire que Monroe, déjà à l'époque, il avait dit « l'Amérique latine, c'est notre arrière-cour ». Voilà, c'est-à-dire à l'Europe, vous n'avez rien à faire ici, ça nous appartient. C'est-à-dire ce sont nous les maîtres de cette région. Donc l'Amérique latine et l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, c'est notre arrière-cour. Et donc il fait allusion à la doctrine Monroe. Et voici qu'on les entend par la bouche de Monroe proclamer leur résolution d'entrer en dominateur dans les affaires de la vieille Europe, qu'ils déclarent caduques avec la forfanterie de leur prétendue jeunesse. Ils affectent envers l'Europe, en y apportant leur dollar, la supériorité du mépris. Voilà, j'essaye juste de vous faire toucher du doigt l'idée que tout choc de civilisation, d'abord c'est une idée aussi vieille que le monde, d'une part, et que deuxièmement, toute guerre qui a pour nom ou la religion ou la civilisation n'est
n'est que la couverture idéologique ou le prétexte religieux ou le prétexte idéologique pour couvrir des intérêts bassement matériels de conquête et d'accaparement des biens ou de domination de territoire. Et il y avait je ne sais pas si certains d'entre vous ont étudié un peu l'histoire, c'est juste pour vous montrer l'arnaque du choc de civilisation attribué à Huntington. Pour des raisons, probablement, si on a mis en exergue le choc des civilisations de Huntington, c'est qu'on préparait les opinions publiques à quelque chose qui allait se produire. C'est-à-dire, nous sommes, oh mon Dieu, nous sommes en guerre contre le monde arabe. C'est-à-dire, le monde arabe nous déclare la guerre, n'accepte pas nos valeurs, et donc on va être obligé d'entrer en guerre avec lui. C'est ça le choc des civilisations de Huntington. Or, il se trouve que dans les années 50, il y avait un grand historien, enfin pour ceux qui ont étudié l'histoire à cette époque-là, il était incontournable. Je ne sais pas quel serait l'équivalent aujourd'hui, mais c'était Arnold Toynbee. Bon, je ne sais pas si des gens ont entendu parler. Et je vais vous dire pourquoi il a disparu de la circulation. Parce que les sionistes l'ont fait disparaître. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est Israël Shamir qui m'a mis le doigt qui m'a dit ça il y a quelque temps. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé que Arnold Toynbee disait ceci du choc des civilisations. Alors, lui, il a écrit Études de l'histoire, paru entre 1934 et 1961, est une synthèse de l'histoire mondiale en 12 volumes. Toynbee présente l'histoire comme l'essor et la chute des civilisations. Il identifie les civilisations sur des critères culturels plutôt que nationaux. Donc lui déjà, il avait mis le doigt sur ce qu'allait être sur ce qui déterminait les rapports entre les nations. Et enfin, bon, il se trouve que j'ai fait Sciences Po en 67 et 69 et section relations internationales. Et Toynbee était le maître à penser de l'histoire. Il était incontournable. Sauf que Toynbee a eu le malheur de qualifier le peuple juif de fossile. C'est-à-dire, en fait, il avait dit, si le peuple juif s'est conservé, ben, c'est qu'il était un fossile. C'est-à-dire, vous savez, comme les fossiles qu'on retrouve en faisant des recherches archéologiques. C'est-à-dire, c'est une matière qui n'est ni vivante ni morte, mais en fait, voilà, comme quelque chose qui est resté comme ça, à l'état de fossile. Et il a osé comparer les sionistes aux nazis. Et ça a été, Israël Shamir m'a expliqué que il a signé son arrêt de mort, pas physique, mais disons, on a fait en sorte qu'il disparaisse de l'histoire. Et on a mis en avant d'autres comme Huntington. Et ça m'a permis aussi de voir comment travaille, entre autres, c'est une des facettes du travail des Sayanim. Les Sayanim sont des nationaux. C'est-à-dire, en Amérique, ils recrutent des Américains, en France, ils recrutent des Français, en Angleterre, ils recrutent des Anglais. Donc ce sont des Juifs sionistes que le Mossad contacte. Pourquoi il les contacte? Parce qu'ils appartiennent au Bnei Brit, à des institutions juives, au CRIF. Bon, évidemment, ils ne se déclarent pas, parce que sinon... mais on peut supposer que les Patrick Cohen, les BHL, les Finkelkraut, l'Alexandre Adler, l'Elisabeth Lévy, les Ruth Krief, etc., probablement en font partie. Donc, ils reçoivent des instructions et donc ils agissent de concert pour amener une politique déterminée. Il y aura des manifestations, il y a un trouble à l'ordre public. Dans la France d'aujourd'hui, on dit que la Shoah n'a pas existé, on dit qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu autant de Juifs exterminés, on tourne la Shoah en dérision. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Parce qu'un historien les gêne, il a écrit ça dans les années 60, vous imaginez? Et donc, ils l'ont effacé des tablettes de l'histoire. Il y a probablement des spécialistes qui le connaissent, certainement. Mais, disons, il a perdu cette aura qu'il avait dans les années 60 du grand historien du XXe siècle du monde occidental. Voilà, j'ai fait une introduction un petit peu longue qui m'a paru nécessaire parce que c'est juste pour situer le cadre où disons,
entourer le choc de civilisation pour ce qu'il doit être et de la manière dont il doit être considéré. Pourquoi c'est important? Parce que moi je fais le parallèle entre le choc de civilisation au niveau international, c'est-à-dire entre les nations ou entre des civilisations, et ce qui se passe dans un pays donné à l'intérieur des frontières, par exemple comme la France. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en France, notamment à partir disons, il y a de 30-40 ans, et qui ressemblerait furieusement à une espèce de choc de civilisation, et qui nous mène, qui nous a déjà mené, on le voit d'ailleurs, qui nous a déjà mené à des conflits ou à des tensions qui pourraient déboucher sur encore des choses plus graves, parce que parce qu'il y a d'autres intérêts que le choc, enfin disons que la confrontation entre des religions différentes, entre des peuples différents sur un même territoire. Vous savez, quand les Italiens ont immigré en France, ou les Polonais, ils ont été traités presque comme les Arabes d'aujourd'hui, enfin comme les Maghrébins aujourd'hui. On oublie un peu, mais dans les années 20 et 30, ils se faisaient insulter, on se moquait d'eux, enfin bon, il y a eu même des actions violentes contre eux. Et donc, disons, c'est peut-être une tradition française d'être un peu xénophobe, je crois, enfin bon. Mais en même temps, c'est vrai que la différence, on m'a même dit que quand les Auvergnats venaient acheter des cafés, s'installer à Paris comme cafetiers, ils suscitaient une certaine hostilité. Et donc, il est naturel que des groupes entrent en conflit, que des groupes différents, soit par la langue, soit par la religion, soit par l'origine, entrent en conflit dans une société donnée. C'est assez naturel. Et donc, le fait qu'il y ait eu une immigration importante, pour des raisons qui ne nous intéressent pas ici en particulier, mais le fait qu'il y ait eu une immigration importante a amené un certain malaise. D'abord parce que la France a un passé colonial qui ne s'est pas effacé volontiers. Donc, moi j'ai eu cette expérience en tant que Marocain, ayant vécu au Maroc sous domination française. Et évidemment, à l'époque, j'étais trop jeune pour la comprendre. Mais je l'ai compris plus tard. Et le fait de le comprendre plus tard m'a amené à penser, à voir mon passé d'une certaine manière. Par exemple, je peux vous citer, il y a un écrivain tunisien qui s'appelle Albert Memmi, qui a écrit beaucoup de livres et qui enseigne à la Sorbonne, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le portrait du colonisé, qui a été préfacé par Jean-Paul Sartre. Voilà. Et dans lequel il décrit comment le colonisateur réussit à introduire dans l'esprit du colonisé que sa culture est inférieure, qu'il est inférieur, que lui, il vient avec une supériorité civilisationnelle, idéologique, et ça marche. En tout cas, moi je me souviens des années 50 et 60, quand j'ai lu les livres, je me suis dit c'est exactement ce que j'ai vécu. Et donc la réaction qu'on avait eue, par exemple, par rapport à notre pays, le Maroc, c'est de ne pas avoir appris l'histoire de notre pays, la civilisation de notre pays, les coutumes, et d'avoir cherché à intégrer la civilisation française, ce qu'on appelait la civilisation française. Et donc, il est vrai que, vous savez, un auteur comme Monterland, qui passe pour un auteur qu'on considère comme de droite ou conservateur,
Il a écrit dans les années 30, si vous avez l'occasion de le lire, il est merveilleux parce que il a écrit La Rose des Sables en 1933 ou 1934, et c'était un anticolonialiste viscéral. C'est assez impressionnant de voir un auteur de cette importance et qui est considéré comme un auteur conservateur et de droite être aussi anticolonialiste. Il détestait cette mentalité coloniale. Et donc, on aurait pu, et c'est vrai que, elle ne sait pas, je me suis frotté, moi aussi, à la préfecture de police pour faire mes papiers. Donc, et je sais à quel point on a été méprisé, etc. Bon. Et le fait est que cette situation aurait pu se résorber. Après tout, au bout de quelques temps, certaines années de cohabitation, bon, on aurait compris que finalement les choses allaient se résorber, se calmer, se pacifier, et qu'on allait vers une société française décomplexée, fraternelle, je n'irai pas jusque-là parce que c'est rarement fraternel, mais enfin, disons, sans tension particulière. J'ai vécu en Allemagne et au Canada et je sais qu'une société, ce sont des sociétés où il n'y a pas ces tensions, où elles sont réduites à leur plus simple expression. Donc je sais que c'est possible entre des sociétés musulmanes et des sociétés chrétiennes, qu'elles soient religieuses ou pas, enfin bon, ça n'a pas d'importance, de vivre ensemble, à condition qu'il y ait des règles communes et qu'on accepte. Il se trouve qu'en France, la communauté maghrébine avait lancé en 1983 la marche des beurs, et pour dire ceci aux Français, enfin aux Français, c'est-à-dire à la France, aux autorités françaises. Voilà, nous sommes ici, nous voulons vivre ici, considérez-nous comme des citoyens, nous voulons être intégrés, nous voulons travailler, nous nous sentons français, et nous voulons vivre ici. C'est une espèce de réconciliation nationale avant l'heure. Bon. Sauf qu'il y a eu un grain de sable. Et malheureusement, le grain de sable, c'est toujours les... Enfin, c'est toujours... Ce sont les sionistes qui ont mis ce grain de sable. Et là, c'est intéressant parce que quelle a été la réponse du pouvoir à l'époque, 1983 ? C'est la création de SOS Racisme. Qui a créé SOS Racisme ? Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, enfin bon, un groupe de judéo-sionistes. Bon. Il se trouve, j'ai analysé, bon, pour ceux qui ont peut-être l'occasion de voir, dans un texte qui s'appelle « Le nouveau suprémacisme juif » et qui a fait l'objet d'une vidéo qu'on trouve chez ER aussi, « Le nouveau suprémacisme juif », il se trouve que j'ai analysé la chose suivante qui concernait comment dire, la communauté juive de manière générale dans les pays occidentaux. Bon, vous savez tous plus ou moins ce que sont les Sayanim. Les Sayanim sont des juifs sionistes qui travaillent pour le Mossad et qui sont dans la publicité, dans l'édition, dans les médias, etc. Voilà, bon, partout. Et qui sont plusieurs milliers. En France, ils doivent être peut-être entre 3 000 et 4 000 ou 5 000. Et qui font en sorte que la politique française reste dans les rails. Voilà. C'est-à-dire respecte le lobby, les intérêts du lobby. Ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit « Mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. » Et je lui ai fait passer un papier en disant « Pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. » Alors, avec son chef de cabinet qui est timide, qui est derrière, il m'a dit, il faut que tu rappelles sur la scène que le secrétaire général de notre parti, il prend l'avion le 28 pour être en Israël le 29, le 30. Et moi je me suis dit, mais on aurait dû mieux se coordonner, parce qu'avec Claude Guasguen, on prend peut-être pas le même avion, ça sera peut-être pas El Al, ça sera Air France, mais on part aussi pour Israël. Et donc, il se trouve que après la guerre de 67,
il faut reconnaître une chose, c'est que les Juifs, en tout cas en Europe, je ne parle pas du Maroc parce qu'on habitait dans des ghettos qu'on appelait les Mellas, etc. On ne participait presque pas à la vie politique. Enfin, la vie politique, il n'y avait pas de vie politique, enfin quasiment pas. Et donc, en Europe, à partir du 19e siècle, les Juifs qui s'émancipaient ont participé grandement à toutes les révolutions, qu'elles soient psychanalytiques, médicales, de la peinture, artistique, économique, etc. Ils ont toujours été à l'avant-garde. En tout cas, la plupart d'entre eux ont participé à tous les mouvements d'avant-garde. Peut-être qu'ils y avaient intérêt aussi. C'est-à-dire, le fait d'être minoritaire, on a envie de participer à tous ces combats qui font avancer les choses vers une plus grande égalité, ou bien peut-être aussi le fait d'appartenir à cette minorité, on a une conscience un peu plus aiguisée et on a envie de changer les choses dans la plupart des domaines. Et la guerre de 67, c'est-à-dire la victoire d'Israël sur les pays arabes et la conquête de nouveaux territoires, et qui a été présentée par Israël comme une guerre de survie, qui est une arnaque médiatique, ça c'est extraordinaire, et donc a transformé l'establishment juif dans le monde entier, enfin aux États-Unis et en Europe en particulier, alors que même en France par exemple, les Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, etc., étaient du côté des trotskistes. Ils sont devenus des soutiens de la droite, enfin des gouvernements en place, des capitalistes, etc. Et aux États-Unis c'est pareil. Les néoconservateurs sont devenus des soutiens de Bush et tout. Et donc, il y a eu une inversion des valeurs des Juifs de communautés qui pratiquaient, enfin, qui appuyaient les révolutions, sont devenus, ont rallié le camp sioniste, mais à fond, ont travaillé avec le pouvoir en place dans l'intérêt d'Israël. Et donc, quand on a cette vision, moi, ça fait à peu près 30 ans que j'analyse la société juive, Israël, etc. Et donc, je voyais tout ça venir et je voyais tout ça se faire. Et donc, en fait, lorsqu'il y a eu la marche des beurs, le lobby judéo-sioniste s'est dit il faut absolument arrêter cette intégration des beurs, des musulmans. Pourquoi ? Imaginez que les beurs s'intègrent, c'est-à-dire prennent leur place dans les médias, dans l'économie, dans la politique. Ça veut dire qu'il y aura moins d'influence du lobby judéo-sioniste et la France aura une politique beaucoup plus proche du monde arabe, s'éloignera de l'Amérique, etc. Donc c'est toute une inversion, enfin pas une inversion, mais en tout cas une poussée du pays, de la politique culturelle, même culturelle du pays, c'est-à-dire qui a tenu le Centre national du cinéma pendant des années, Bernard-Henri Lévy. Bon, quand Dieudonné a voulu faire un film sur l'esclavage en l'an 2000, évidemment il n'avait aucune chance, même avant son fameux sketch. Donc en fait, quand on contrôle les distributeurs quand on a fait le film avec Béatrice Pinier, l'oligarchie et le sionisme par exemple, aucun cinéma à Paris n'a voulu en assurer la projection. Pourquoi ? Parce que ces cinémas d'art et d'essai sont subventionnés, donc ils ont peur. Lorsque Marion Sigaud a signé chez un grand éditeur du Kibboutz à l'Intifada, bon, l'éditeur il a signé, puis après une semaine avant il a renié sa signature. Donc en fait, lorsqu'on contrôle l'édition, la publicité, qui contrôle la publicité en France ? Or, la publicité c'est le nerf de la guerre. Aucune revue, aucun média, aucune chaîne de télé ne peut vivre sans publicité. C'est Publicis avec, comment il s'appelle, Maurice Lévy, et RSCG avec Bernard Fuchs, un des dirigeants du CRIF. Alors Stéphane Fuchs, de toute façon votre nom est déjà synonyme de communication. Et en même temps, ça peut paraître paradoxal, votre nom est aussi synonyme d'un autre concept en vogue, qui fait souvent les unes de nos journaux, celui d'homme de l'ombre. Vous savez, c'est mystérieux, même un peu sulfureux conseiller qui murmure à l'oreille du prince, notamment un certain Manuel Valls, Premier ministre, l'ami de 30 ans, même si cette formule, il faut s'en méfier. Alors on va plutôt évoquer des succès plus récents, des belles histoires qui mériteraient
d'être peut-être davantage à la une, comme votre rôle de conseil aux côtés de Jeff Immelt, le patron de General Electric, qui vient de gagner de haute lutte la bataille d'Alstom. Ou encore votre rôle également de conseil auprès de Patrick Drahi, le PDG de Numéricable, qui a gagné, lui, la bataille de SFR, au nez à la barbe d'Arnaud Montebourg. On reparle de ces fameux réseaux, hein, de ces fameux qui sont au cœur de la machine gouvernementale, c'est-à-dire ces Fuchsmen, des jeunes gens brillants qui sont de droite comme de gauche, que vous avez formés, que vous avez fait grandir chez RSCG et puis chez Havas. Comme le fit avec vous, en son temps, un grand sorcier de la pub et de la com, Jacques Séguéla. Donc rien qu'avec ces deux personnes-là, on contrôle 60% du marché publicitaire en France. Donc lorsqu'on a lorsqu'on a tous ces contrôles sur l'édition, sur la publicité, les médias, bon, on n'en parle pas, c'est même pas la peine de les citer tellement ils sont nombreux. Eh bien, quelle a été la réaction de ce lobby? C'est qu'il fallait absolument, en créant SOS Racisme, on a essayé de récupérer le combat pour une vraie intégration des musulmans et l'assurance d'une place qui leur convient dans le pays et de divertir leur combat vers une espèce d'antiracisme qui ne voulait rien dire. C'est-à-dire que SOS Racisme, pour quelqu'un qui suit, enfin moi qui les suis depuis longtemps, c'est la filiale de l'Union des étudiants juifs de France. C'est quasiment leur filiale. Vous savez que quand un président de l'UEJF quitte le UEJF, il devient vice-président de droit de SOS Racisme, enfin, etc. Enfin bon, je développe ça pas mal dans le Printemps des Sayanim. Donc c'est un fait. Aujourd'hui, enfin depuis 83, SOS Racisme et la Courroie de transmission, c'est une organisation qui a 300 membres et qui touche 1,5 million d'euros par an de subventions. Bon. Donc c'est qu'on a envie que cette organisation vive et se développe et qu'elle devienne, et on l'impose. Donc il y a des raisons. Il y a des raisons. Et des raisons à ça, c'est une organisation qui soutient toujours la laïcité. Le voile, l'interdiction du voile à l'école. La laïcité, parlons-en. Bon, la laïcité, c'est uniquement à sens unique. C'est-à-dire, c'est uniquement pour imposer aux musulmans. C'est-à-dire, c'est quoi cette pratique? C'est de dire aux musulmans, vous n'allez pas vivre votre religion, votre façon d'être, il faut raser les murs. Il faut baisser les yeux, il ne faut pas porter une barbe d'une certaine façon parce qu'on risque de vous confondre avec un islamiste, etc. Et que les musulmans acceptent, comment dire, intègrent cette idée-là et la fassent leur. C'est ça le truc. Est-ce que vous imaginez, par exemple, le président du club de rugby de Toulon, c'est un maghrébin, enfin d'origine maghrébine, il a un nom maghrébin. Bon. Est-ce que vous imaginez un homme d'affaires capable, aujourd'hui, en France, de mettre 18 millions d'euros pour acheter Libération et mettre Tariq Ramadan à la tête de Libération? Enfin, on le tuerait. Enfin, je veux dire, il y aurait une telle campagne contre lui. Enfin, essayez d'imaginer. Jamais un maghrébin ne ferait une chose pareille. Eh bien, un Israélien l'a fait. C'est Patrick Drahi. Un Israélien. Voilà, il l'a fait, il a mis 18 millions et il a mis Laurent Geoffrin qui travaille pour la communauté, etc. Donc c'est ça, en fait, c'est tout ce travail qui est fait au quotidien pour opprimer la communauté musulmane, pour empêcher cette réconciliation nationale, pour empêcher qu'il y ait une union de toutes ces forces. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres, mais pour cela que Soral et Dieudonné sont poursuivis avec cette hargne et cette haine parce qu'ils représentent justement ce courant qui a envie de faire vivre les gens ensemble. Je ne sais pas si... bon, pour ceux qui connaissent, j'ai fait une vidéo à Marseille, enfin une conférence à Marseille il y a quelques mois, c'est au mois de mai, et c'est avec Soral. Et enfin, j'ai oublié oui, c'était. On devait faire ça avec un imam, tous les trois, donc, pour voir de quelle manière on pourrait, enfin, comment on pourrait envisager
une réconciliation nationale, c'est-à-dire un vivre ensemble. Et l'imam, il s'est dégonflé, bon, je le comprends, c'est-à-dire il a été convoqué par la police une semaine avant, et cet imam, il a des écoles. Bon, et donc on a dû lui mettre le marché en main, voilà. Si tu participes à cette conférence, parce qu'en général, les flics, ils tutoient l'arabe. Ça, c'est une règle. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote qui est citée par Monterland dans La Rose des Sables, et très symptomatique. Vous savez, les colons en Maroc, j'imagine en Algérie devaient faire pareil, ils appelaient tous les hommes Mohamed. Ils n'allaient pas s'embarrasser à apprendre leur prénom quand même. Abdallah, machin. Il appelait Mohamed, voilà, et les femmes Fatma. Voilà. Donc c'était clair et c'était simple et tout. Donc dans La Rose des Sables, il y a un jeune officier qui vient de France, et il va avec le colonel et c'est un lieutenant, il l'amène rendre visite au caïd, au pacha, etc. Et donc le jeune lieutenant, il parle très poliment avec le caïd et le pacha, et il lui dit ah oui, et vous, qu'est-ce que vous faites là, patati patata. Bon, et lorsqu'il est sorti, le colonel a dit au lieutenant, écoutez, ici on tutoie les jeunes d'hygiène, quel que soit leur niveau. Voilà, tac, c'est tout. Et donc il est probable que la police ait tutoyé cet imam, enfin en lui disant, écoute, si tu veux faire le malin, on a des moyens de te faire fermer les écoles. Voilà. C'est-à-dire le contrôle fiscal, le contrôle idéologique, ils ont tout. Le système a toutes les... Il possède le ministère des Finances, il possède la justice, j'en sais quelque chose sur le fonctionnement de la justice, il possède la police, il possède tout. Donc, je comprends cet imam, bon, il n'avait pas envie de perdre tout sur une conférence. Bon, nous vivons dans une société où le système a pratiquement toutes les cartes en main. Et nous avons très peu de choses. Et donc, moi, à Marseille, j'avais suggéré la chose suivante. Comme le système contrôle, il a tissé, le lobby sioniste a tissé une toile d'araignée par le haut. J'ai suggéré aux militants, qu'ils soient de toute nature, de tisser une toile d'araignée par le bas, c'est-à-dire de s'organiser en petits commandos ou des réseaux de quartiers, d'immeubles, d'écoles, de lycées, etc., et de susciter l'idée et l'envie de se battre et de créer des choses. Vous savez, des fois on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on est un peu coincé par le manque d'initiative, le manque d'imagination. Et il y a une chose qui est fondamentale, c'est en agissant qu'on apprend. Ne serait-ce que se rencontrer à 2 ou 3 ou 4, et voilà, ou créer une page Facebook, ou bien faire une vidéo et se dire, bon, comment je peux développer telle idée, etc. Moi j'appelle ça la tactique de la guérilla, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que c'est un vieux concept des années 60, lorsque des guérilleros combattaient des puissances comme les États-Unis ou la France. Donc donner des coups d'épingle au système là où ça peut faire mal. Et aujourd'hui, je suis venu avec une proposition concrète, parce que c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment. Mais d'abord, je vais vous faire un petit historique. Vous savez qu'à un moment donné, il y avait 2 Allemagnes, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Ce qui avait fait dire à François Mauriac que j'aime tellement l'Allemagne que je suis très heureux qu'il y en ait 2. Bon. Et donc, l'Allemagne de l'Est vivait sous un régime communiste. Bon, c'est un régime communiste. Ayant vécu à Berlin-Ouest, je connais assez bien le système. Donc, c'est un pays très dur jusque dans les années 70. Après, il a commencé à se libéraliser à partir des années 70 et des années 80. Et à un moment donné, il y avait des citoyens. Je ne sais pas quoi. Enfin bon, l'idée leur est venue. Ils ont, à Leipzig, tous les lundis soirs, à 20h, ils sortaient sur le boulevard. Et ils marchaient. Voilà, c'est tout. Et de semaine en semaine, il y avait des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Et le pouvoir était mais complètement désarmé. Il ne pouvait rien faire. C'est-à-dire, c'était terrible. Voilà, une marche silencieuse. Voilà, on marche. Alors moi, je vous propose la chose suivante.
vous choisissez un parc à Strasbourg. Quel est le parc le plus central? Je ne sais pas. Bon. Tous les samedis à 15h, vous sortez, vous baladez, vous rencontrez. Ah, salut, ah tiens, bon. Alors, ce serait bien qu'il soit mélangé des musulmans, des filles voilées, des filles non voilées, des femmes en djellaba, comment dire, des femmes avec leur... Comment ça s'appelle les trucs là, alsaciens là? Voilà, les coiffes alsaciennes. Et voilà, au début, vous serez 10, 5. Et si le mot se répand, vous invitez vos amis. Et puis, alors, pas de slogan, parce que sinon ça deviendrait une manifestation, et là, la police est là. Pas de slogan, pas de manifestation, juste on se balade. Voilà. Et puis, on crée des réseaux de soutien, on peut imaginer des choses, un échange de livres, une invitation interlamante avec un prof de philo, enfin je ne sais pas, voilà. Alors, est-ce que cette idée, qui est intéressé par cette idée? Levez la main. Bon, qui s'engage samedi prochain à y aller? Bon. Alors, on va créer une page Facebook qui s'appellerait, moi je vous suggère une chose, la balade de la Concorde. Si vous avez une autre expression, moi je vais bien, vous mettez comme administrateur de la page avec vous, et je voudrais que vous contactiez d'autres gens d'une autre ville. Et moi je peux vous dire une chose, ce sont des choses qui déstabiliseront le système. Parce que si ça prend, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, le système il est complètement désarmé, il ne peut rien faire. Et là il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'arrache les cheveux. Parce que ce n'est pas une manifestation, c'est des gens qui se baladent, qui échangent, qui rigolent. Et puis, il y en a qui viennent à 15h30, il y en a qui viennent à 16h, il y en a qui ne viennent pas samedi, etc. Et puis on appelle les copains de Mulhouse, on leur dit, tiens, tu pourrais faire la même chose, etc. Et j'espère, moi franchement, j'espère que dans toutes les villes de France, dans quelques temps, dans quelques mois, il y aurait, voilà, tous les samedis à 15h, dans un parc central, des gens qui se baladent, mais ça sera la réconciliation nationale concrète. C'est-à-dire, pas la réconciliation nationale telle qu'imaginée par Soral et Dieudonné, moi je signe tout de suite, d'accord. Mais seulement, ça reste, pour le moment en tout cas, ça reste à un niveau politique inaccessible. Enfin inaccessible, c'est-à-dire, politiquement parlant, pour moi ça me paraît très difficile. Mais c'est une voie, c'est une méthode qui n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, moi, ce que je vous propose, c'est du concret. C'est-à-dire de mettre en marche cette réconciliation nationale qui nous est nécessaire parce que le système nous divise, parce que le système joue les uns contre les autres, parce que le système utilise des termes comme la haine pour nous monter les uns contre les autres. Parce que c'est lui qui décide qu'est-ce que c'est que la haine. La haine, c'est que quand Philippe Tesson déclare à la télévision « ce sont les musulmans qui amènent la merde en France », il n'y a rien qui arrive pour lui. Rien. Ça veut dire, attendez, ça veut dire les musulmans sont les seuls responsables de l'atteinte à la laïcité pour vous? Écoutez, je rêve ou quoi? C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Certains. Mais là, on est dans la stigmatisation totale, Philippe Tesson. Non, attendez, stop, attention, parce que ce que vous dites, c'est super violent. Vous dites c'est les musulmans qui amènent la merde en France. On peut pas dire ça. Ah bon? On ne peut pas. Et qui vous en empêche? On peut pas le dire? Prouvez-moi le contraire. Bon, maintenant, imaginons que quelqu'un dise ce sont les juifs qui amènent la merde en France. Les musulmans. C'est les juifs, n'est-ce pas? Voilà, allons-y, allons-y. On peut pas dire c'est les musulmans. Je vous laisse 30 secondes pour imaginer ce qui peut lui arriver. Bon. Non, il faut, voilà, le système, il ne nous laissera jamais en paix. Il faut vous mettre... j'ai utilisé une expression à Marseille qui s'appelle « Sevis pacem parabellum ». Ça, c'est une vieille locution latine du 5e siècle qu'on étudie quand on fait les relations internationales ou la stratégie. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Sevis pacem parabellum. Voilà. Le système nous a déclaré la guerre. Il faut partir, voilà, c'est simple. Si vous êtes là, c'est parce que vous le savez probablement, enfin, ou vous en avez l'intuition ou la conviction. Comment lui résister? Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire comment créer les conditions
d'une union entre tous ceux qui combattent le système. Et j'aimerais vous dire une chose. Moi, je suis souvent l'objet de critiques, par exemple. Parce que j'ai des fréquentations douteuses ou politiquement incorrectes. Donc, moi, ma réponse est la suivante. Pour moi, en France, il y a deux camps. Il y a le camp du pouvoir personnifié par Bernard-Henri Lévy. Autour, il y a bien sûr, enfin, moi, etc. Et l'autre, et celui de la résistance. Moi, j'appartiens à l'autre. Voilà. Et donc, il faut éviter, enfin, si nous voulons surmonter nos petites divergences, nos petites divisions religieuses, idéologiques, nationales, etc., et créer les conditions d'une réconciliation nationale, moi je vous propose quelque chose de concret et qui peut prendre, je vous assure, enfin moi qui ai un peu une notion en fait, de l'histoire, de ce qui se passe dans l'histoire, s'il y a juste un peu de bonne volonté, de la persévérance, on peut y arriver. Voilà. Donc encore une fois, une balade dans un parc, sans slogan, sans banderole, ni rien, mais juste on se bat, et surtout tenez le coup, et surtout ne perdez jamais l'espérance, parce que nous pouvons gagner. Pardon, je vous remercie.